lorsque nous avons souhaité engager ce programme de recherche, la loi Elan venait de passer et nous faisions, l'Union sociale pour l'habitat, le PUCAI, un certain nombre d'autres acteurs, le constat qu'on ne savait pas grand-chose, il y avait peu de connaissances publiques sur la vente HLM, sur les stratégies des bailleurs, sur la trajectoire des ménages, sur la trajectoire des biens, sur la gestion des copropriétés issues de la vente, d'où l'idée de lancer ce programme-là, où 5 équipes de recherche ont planché. Donc, 5 ans après, on peut dire que ce constat de carence est largement comblé. Alors, il est comblé par des travaux qui manient des chiffres, on l'a vu, on a vu des courbes au début de la journée, et des travaux plus qualitatifs, à partir desquels il ne faut pas faire d'imputation de montée en généralité trop rapide, ça a été rappelé par Johanna Lise, mais globalement, aujourd'hui, quand on parle de vente HLM, on a les moyens de savoir de quoi on parle, et la matière qui nous a été restituée témoigne de mon point de vue de deux grands éléments, de grandes dimensions. D'une part, le fait qu'on a des situations hétérogènes et complexes. D'autre part, entre le moment où le programme a été lancé et aujourd'hui, la situation, le contexte a changé. Donc, on a évoqué la RLS, on aurait pu parler du livret A, la montée des taux, et le fait qu'aujourd'hui, la théorie de l'action, les principes généraux à l'origine de l'accélération de la vente de logements sociaux dans la loi Elan sont relativement remis en cause ou bousculés, puisque les ménages modestes pour qui cette vente de logement social en tant qu'occupant que cette vente pouvait accompagner dans leur trajectoire résidentielle, aujourd'hui ont plus de mal à y accéder, et que les difficultés de financement du logement social se sont accrues. Donc avec un effet ciseau, possiblement, sur les effets vertueux attendus de la vente HLM. Alors ça, c'est le premier point, à la fois hétérogénéité et complexité et changement du contexte. Alors, quand on regarde, on écoute ce que nous ont dit les chercheurs et sur quoi ont débouché les discussions, on a l'impression d'une montée en compétences, d'une montée en maturité, en maîtrise, ce sont des mots qui ont été employés par les bailleurs sociaux, et en même temps une tension qui s'est aggravée entre différentes figures de la vente ou différentes situations issues de la vente. On a d'un côté des formes d'accession sociale, certains ménages qui, jusqu'à présent, y compris dans l'accession sociale à la propriété, ne parvenaient pas à devenir propriétaires. On a parlé de ces familles monoparentales, des ménages issus de l'immigration, de personnes qui avaient eu des accidents de vie qui s'interdisaient d'accéder à la propriété. Donc, ce public dont on sait qu'aujourd'hui il a plus de difficultés à accéder à la propriété, y compris dans la vente HLM, et en même temps un risque avéré de déstabilisation de l'offre très sociale de logement, puisqu'on a vu que les logements sociaux qui étaient vendus avaient la caractéristique soit d'être des logements très amortis avec des niveaux de loyer bas, soit des logements fortement valorisables dans une portion du territoire à fort potentiel de valorisation, et parfois les deux en même temps. Donc, ce que ça nous dit, c'est que ce qui était finalement un instrument possible de recapitalisation et d'accession sociale à la propriété, ça a des effets structurels importants à un niveau local. Alors, le structurel local, effectivement, je l'accorde, c'est peut-être un paradoxe. En tout cas, ça n'est pas un instrument, c'est une politique. Et à ce titre-là, ça doit être considéré et régulé comme tel. Moi, c'est le message, en tout cas, que j'ai entendu de cette journée. Alors, être régulé intrinsèquement, c'est-à-dire pour que l'objet qui est l'objet de la vente HLM ne soit pas perdu ou ne soit pas dévoyé, donc avec des clauses antispéculatives, avec le maintien, avec le statut de propriétaire occupant, avec des formules type BRS, mais aussi dans l'articulation avec les autres politiques locales de l'habitat qui ne peuvent plus être
aveugle aux effets de la vente HLM, de la même manière que la vente HLM doit s'inscrire dans ces politiques-là. Et on a bien vu dans le témoignage des collectivités qu'il y a eu un moment, une séquence où eh bien, elles étaient mises devant le fait accompli, et ce qui était à la fois ni un écart par rapport à l'esprit de la loi, ni ils ont une obligation, mais qu'on voit aujourd'hui que les collectivités peuvent reprendre un petit peu la main dans des espaces de dialogue, et c'est là où on fait de la politique, mais aussi à travers un certain nombre de cadres qui peuvent procéder de l'action publique de l'État. Et donc c'est à ce titre-là, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, les travaux des chercheurs peuvent infuser la décision publique. En tout cas, il y a un passage de relais des chercheurs vers à la fois les organismes bailleurs, les collectivités, les pouvoirs publics locaux et nationaux pour la prise en compte de leurs principales observations. C'est ce qu'on va faire concrètement, nous, ici, dans le cadre de ce ministère. Johan Lacorte, qui représentait notre administration ce matin, est parti en disant qu'il était preneur de temps d'échange, de temps d'atelier avec les chercheurs, de façon à pouvoir bien pointer les grands éléments, les grands enseignements de ces travaux, donc pas simplement dans un face-à-face État-chercheur, mais aussi avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du logement. C'est quelque chose que nous, en tant que PUCA, on va essayer de rendre possible. Pour le reste, donc cette valorisation n'est pas la clôture complète des échanges que nous avons eus, que nous allons avoir sur la vente HLM. Ça n'est que le début, donc à travers ce que j'ai évoqué et ce que tu vas évoquer, Bruno, maintenant. Tout à fait. Juste quelques mots pour vous dire que du côté du monde HLM, l'idée c'est aussi maintenant de continuer la valorisation de cette recherche. Alors vous l'avez vu, il y a les synthèses des 5 équipes, des synthèses qui à chaque fois ont été écrites pour en donner les principaux enseignements de ces recherches, mais aussi les points d'interpellation, parfois des préconisations qui ont été discutées aujourd'hui. Et pour nous, c'est important d'avoir ces formes-là de capitalisation, de valorisation, parce que, comme le disait François, c'est aussi la manière de passer le relais ensuite pour que la recherche, et c'est vraiment tout le cœur de notre positionnement et de nos efforts, puisse contribuer à la formulation, à l'évaluation, au renouvellement des politiques publiques. Donc, côté monde HLM, on va continuer. S'il y a, pour les bailleurs qui sont dans la salle, pour les représentants du secteur HLM, on est disposé à organiser des séminaires, des groupes de travail, à pousser, s'il y a certains points de certaines recherches qui vous ont particulièrement interpellé ou intéressé, à pousser un peu là-dessus également. En termes de valorisation, les équipes aussi, vous le verrez, vont avancer de leur côté. Il y a des ouvrages qui vont être publiés, des ouvrages sous des formats un peu différents, parfois avec des formats dessinés, parfois aussi avec des formats photos. Et à cet égard-là, donc juste un petit rappel, la carte postale qui sert de programme pour cette journée expose une photo de la photographe Hortense Soichet qui faisait partie de l'équipe Géographicité, et vous pouvez retrouver une exposition photo sur le site internet du programme qui reprend un peu tous ces clichés sous le titre À vendre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site pour retrouver ces photos. L'exercice de la conclusion, c'est aussi l'exercice des remerciements. Et à cet égard, je voudrais chaleureusement remercier l'ensemble des chercheuses et des chercheurs qui ont fait vivre ce programme. Les remercier pour leur engagement sans faille, leur engagement exigeant, leur engagement critique aussi, vous l'avez vu dans ce dispositif de recherche-action. Et ces dispositifs qui, vous allez le voir, nous tiennent particulièrement à cœur. Remercier également les commanditaires et les partenaires pour leur soutien et leur confiance. Vous les retrouvez sur l'écran derrière nous, mais c'est tout le sens aussi d'avoir ces modes de recherche, ces modes de coopération acteurs-chercheurs dans une dynamique partenariale. L'idée, c'est on se dit qu'en mutualisant les moyens, en mutualisant les réflexions, c'est un peu aussi ce qui nous emmène jusqu'à des rendez-vous comme la journée d'aujourd'hui. Remercier également les membres du secrétariat technique qui ont piloté ce programme pendant 4 ans, notamment Dominique. Mais en dehors de nous, et notamment Dominique Bellargent qui avait contribué à initier ce programme,
Remercier aussi Eva Simon qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qu'on retrouvera début 2025. Et remercier également Michael Dupuis pour son appui et son apport dans l'atterrissage du programme qui nous a rejoint un peu au milieu du programme, mais qui a été une des chevilles ouvrières essentielles de ces travaux. Remercier également Gabriela Mansa de l'USH et Bénédicte Bercovici pour l'accompagnement tout au long du programme et l'organisation de cette journée. Également l'équipe d'Espacité pour l'appui à la préparation de cette journée et l'ensemble des partenaires du réseau des acteurs de l'habitat. Côté réseau des acteurs de l'habitat, on reviendra vers vous début 2025, excusez-moi, pour vous communiquer l'agenda des événements des mois qui arrivent. Et par ailleurs, vous donnez aussi un autre rendez-vous en termes de passage de relais. Donc là, c'est un programme de recherche qui atterrit et on en est très heureux. Mais c'est également l'occasion de vous parler, de vous annoncer le lancement plus officiel au premier trimestre d'un nouveau programme de recherche sur les besoins en logement à l'heure de la transition écologique et des crises climatiques. Ça va ensemble. L'idée étant, encore une fois, de construire une communauté apprenante autour de ces thématiques-là, que ce soit entre acteurs et chercheurs, avec l'objectif de renouveler les approches, de repenser les outils de politique publique, de co-construire cette action publique à la hauteur des enjeux, que ce soit sur les questions de définition, d'estimation, de programmation des besoins en logement à l'échelle nationale comme à l'échelle des territoires, mais aussi dans la manière d'y répondre de façon compatible avec les exigences d'une transition écologique qui soit socialement juste. Donc on vous en reparlera début 2025, mais on va tenter cette fois-ci un peu d'innover dans les modes de coopération entre acteurs et chercheurs et les pouvoirs publics, toujours avec cette ambition d'éclairer la fabrique des politiques publiques. Donc merci à toutes et à tous d'avoir été parmi nous. Merci également à Nora Hamadi d'avoir animé la journée et on vous retrouve l'année prochaine et on vous souhaite une très bonne fin d'année. Merci.